Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous allons ici essayer de vous expliquer et vous faire envie de vous installer dans un établissement de santé. Avant de commencer le topo, j'aimerais qu'on se présente pour qu'on puisse se connaître. Et on fera un topo un peu interactif, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, soit pendant l'intervention, soit après. On va commencer à se présenter. Donc Patrick Balvé, vas-y. Docteur Patrick Balvé, je suis anesthésiste réanimateur, je suis en exercice à la clinique du Diaconat Fonderie à Mulhouse, où on a une activité de chirurgie générale, mais surtout d'ophtalmo ORL, chirplastique, orthopédie, maternité gynéco et cardiologie. Et je suis installé en libéral depuis l'âge de 50 ans. Et président de la Et président de CME actuellement, voilà. Georges Fabrice Blum, je suis gynécologue-tricien, je coordonne le pôle mère-enfant à l'accueil Diaconat Fonderie de Mulhouse. Je suis installé depuis 1987, quelques années, et j'ai une casquette également de maître de conf à l'Université de Haute-Alsace où j'enseigne la qualité de la gestion des risques dans un diplôme de management de santé que je coordonne depuis 5 ans. Je travaille dans une boîte. Je m'appelle Romain, mon famille c'est pas important. Je suis interne en médecine générale de sud-est d'urgence. Je suis hospitalier. Jean Menet, je suis ORL à Perpignan. Je suis président de l'URPS Languedoc-Roussillon. Aline Grosser, je suis également interne à la base d'urgence et je vais également faire aussi de l'hospitalier. Cécile Fromentin, je suis interne aussi à Mulhouse et je me destine au desk de gériatrie. Amal Carmen, pareil, je suis en desk d'urgence et moi j'aurai un poste d'assistante spécialisée, moitié SAMU, moitié urgence à Haute-Pierre. Jean Drossara, interne en médecine générale, desk d'urgence aussi et poste d'assistante au SAMU à Strasbourg et urgence NHC Strasbourg aussi. Fanny Schweitzer, interne en desk. Moi je suis comme Carmen avec un poste d'assistante urgence SAMU. Yannick Rabouel, interne en médecine générale et en poste en praticien contractuel en réanimation médicale. Où ça? L'hôpital civil. Hôpital civil. Julie Schaffer, je suis comme mes collègues interne en médecine générale, desk d'urgence et j'aurai un poste d'assistante spécialiste à la rentrée en temps partagé, urgence, nouvelle hôpital civil et SAMU. Bonjour, c'est une Renfer, pareil que mes collègues, desk d'urgence, poste d'assistante spécialiste sur Haute-Pierre. Anne Blondet, médecin généraliste en semi-rural. Et Frédéric Trinizewski, secrétaire général de l'Union des médecins et médecins généralistes. Bien, donc on a fait le tour. Alors, le thème de ce topo est comment réussir votre installation en clinique privée. Voilà ce que je vous propose comme plan d'exposé. Tout d'abord, faire un peu le point sur l'actuel, votre situation professionnelle actuelle. Je vais vous donner ce que j'ai appelé les 10 commandements de l'installation en clinique privée, et puis ensuite, on verra les avantages privés et publics pour qu'on puisse démarrer un petit débat par la suite. Je rappellerai que vous avez fait grosso modo entre 12 et 15 ans d'études supérieures, avec un concours, de nombreux examens, que vous arrivez à la fin de votre cursus. Et vous avez toujours au-dessus de vous une hiérarchie pesante qu'on a tous subie. Un patron autoritaire, une administration hospitalière lourde, une difficulté d'accéder à vos directions, une ARS de plus en plus pesante, des directives ministérielles qui nous plombent la vie. Vous avez entendu les différentes modifications de la médecine libérale prévues dans la tête de notre ministre. C'est pas très réjouissant pour le moment. Des diplômes multiples que vous avez réussi à la sueur de votre travail, vous avez publié, vous avez des salaires qui sont relativement faibles. J'entendais ce matin une jeune femme qui est assistante qui gagne moins que l'infirmière de son service, ce qui est absolument scandaleux. Vous avez fait de nombreuses années d'études. Quand vous comparez ce que vous avez comme salaire dans les hôpitaux, surtout à votre âge, par rapport à vos copains qui ont fait des études supérieures de commerce ou d'école d'ingénieur, c'est pas comparable. Par contre, vous avez de plus en plus de responsabilités. Une médecine qui devient de plus en plus judiciaire. Je suis expert à la cour d'appel et je vois de plus en plus d'affaires lourdes mettant en jeu des médecins.
Et puis des plans de carrière qui ne sont pas toujours très motivants et souvent aléatoires. Alors il y a des gens qui se destinent à des carrières universitaires, et puis qu'en fin de compte, quelqu'un d'autre qui est parachuté parce qu'il connaît l'un ou l'autre, et puis passe devant votre nez alors que vous avez attendu pendant 10 ans et ciré les pans de votre patron. Donc ça, c'est des choses que vous vivez au quotidien, et on va essayer de vous montrer que vous pouvez faire des choses aussi intéressantes dans le système libéral, avec des contraintes moindres, et une vie que vous pouvez organiser plus facilement en fonction de vos aspirations personnelles. Alors j'ai quand même voulu vous parler des choses sérieuses, c'est-à-dire que c'est pas tout rose non plus en libéral, il faut quand même poser le décor, et je vous proposerai les 10 commandements pour réussir cette installation. Et ces 10 commandements sont les suivants. Il faut tout d'abord, on va le voir, on va décoller un élément après l'autre, formuler un projet par écrit. Il faut aussi pouvoir choisir un secteur d'activité, et vous qui êtes ancien assistant, vous avez la possibilité de choisir le secteur 1 ou le secteur 2, on va voir les avantages et les inconvénients. Voir aussi le problème financier, et vous n'avez pas les connaissances nécessaires durant vos études, malheureusement, de la gestion de l'entreprise, et vous allez, si vous vous installez en libéral, être le patron d'une micro-entreprise, avec un budget prévisionnel, des périodes préalables de remplacement pour savoir comment fonctionner, savoir quand il faut s'installer, et vous verrez que c'est intéressant dans certaines périodes de l'année, et puis comment s'installer, comment se couvrir au point de vue assurance et prévoyance, comment gérer sa société, sa mini-société, et puis comment s'interposer également dans le secteur de la vie sociale du département, et comment rentrer aussi dans des systèmes de gestion corrects sur le plan de la comptabilité. Alors tout d'abord, comment formuler son projet par écrit? Il faut savoir qui on veut soigner. Est-ce qu'on veut faire du soin de premier recours, du soin d'urgence, ou du soin de deuxième recours plus spécialisé? Il faut savoir où on veut s'installer. Alors là, il y a une qualité de vie à choisir. Alors est-ce que vous allez le faire seul ou en discutant avec vos conjoints? Et c'est vrai qu'on arrive à vos âges tous avec déjà un embryon ou une famille déjà à charge. Est-ce que vous allez vous installer en urbain, en rural? Ça dépend également où peut trouver un emploi à votre conjoint ou votre conjointe. Est-ce que vous allez vous mettre dans un cabinet ou sur un plateau technique privé? Est-ce que vous allez rentrer dans un système de PSPH où vous aurez plutôt une partie salariat ou une partie complètement salariat de votre activité? Est-ce que vous allez rentrer dans un système de privé à but non lucratif? Et l'Alsace, c'est une région française où il y a des cliniques de ce style et pas mal, vu l'historique des cliniques confessionnelles. Est-ce que vous serez en plus vacataire dans un hôpital? Est-ce que vous ferez partie d'un groupement d'intérêt économique avec plusieurs établissements? Voilà des questions qu'il faut se poser, et en fonction de vos aspirations personnelles. Ça peut être également une question modulable dans votre activité. C'est vrai, quand vous sortez de la fac, vous avez souvent peur d'être tout seul avec une activité purement libérale. On peut mixer au départ, puis après changer. On a tous fait ça. Moi, j'étais PH à un moment donné, puis après je suis parti dans le libéral. J'ai gardé en plein pied comme attaché, et après j'ai lâché la partie attachée. Donc on peut moduler en fonction de son âge, ses aspirations et de ses craintes. Il faut savoir aussi comment on soigne les gens. Est-ce qu'on va travailler 50, 80 heures ou 120 heures? C'est un choix de vie. Alors parfois on est piégé par ce choix, parce que au départ, eh bien, on dit on va travailler 50 heures, et puis la clientèle arrive. Et si on s'organise mal, on devient vite esclave de son métier, et puis on arrive à 50 ans en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai fait que bosser, j'ai fait pendant 30 ans de ma vie, 25 ans de ma vie, j'avais la tête dans le guidon, c'est plus possible, et on fait des choix de carrière à un moment donné qui sont un peu différents. Mais c'est modulable dans la vie, ça aussi. Il faut voir donc le volume horaire qu'on veut consacrer à son travail, et puis il faut s'organiser. Il faut organiser son temps de clinique, son temps de cabinet. Il faut pouvoir s'intégrer dans les réseaux de soins, et vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est la mode, et c'est une bonne chose de rentrer dans les réseaux de soins qui peuvent amener une bonne prise en charge du patient et vous laisser aussi plus de liberté parfois pour pouvoir vaquer à vos occupations personnelles. Donc il faut savoir aussi combien de temps voulez-vous vous installer dans cet endroit. Alors c'est vrai qu'au départ, comme quand un mariage se fait, on se dit c'est pour la vie. Mais c'est pas toujours pour la vie. Les mariages parfois s'arrêtent. Et puis on change de vie. Donc ça peut être pour 3 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Non, je sais pas qui va se marier, quelqu'un va se marier. Bon. Alors vous allez vous dire que c'est pour la vie, mais je vous le souhaite de tout cœur. Mais c'est pas toujours pour la vie, parce que
on évolue aussi, nous on évolue, nos conjoints évoluent, et au point de vue travail, on évolue aussi. On peut être amené au début d'une installation, se dire, bon, on va travailler pendant 5 ans dans cet endroit, et puis changer éventuellement. Et on a appris tout à l'heure par vos collègues qu'on travaille parfois, vous avez l'idée de pouvoir travailler pendant 3 jours par semaine dans un endroit, et puis 2 jours dans un autre endroit. Ça, nos générations ne l'ont pas connu. Mais vous êtes prêts à ce genre d'activité. Donc là aussi, il faut savoir combien de temps vous voulez travailler. Il faut aussi, dans ce projet par écrit, formuler de quoi a-t-on besoin pour s'installer. Qu'est-ce qu'on a besoin comme équipement médical, paramédical, du matériel, de l'informatique, et puis aussi de formaliser un plan aussi de support administratif. Tout à l'heure, un de nos collègues nous a exprimé que c'est vrai que le secrétariat est important. Et c'est vrai que si vous avez du personnel pour vous aider sur les tâches administratives, qui sont malheureusement de plus en plus lourdes, et personnellement, j'ai calculé un jour le temps que je passais sur le plan administratif par semaine, c'était 8 heures par semaine à peu près que je passais sur le plan administratif. Bien sûr, pas 8 heures dans une même journée, c'est pas possible, mais réparti dans la semaine, entre les tâches purement administratives du cabinet et les tâches administratives, entre guillemets, dont on rendait service aux caisses d'assurance maladie, à l'ARS et toutes les enquêtes qu'on reçoit à longueur de journée. C'est aussi une tâche administrative. Là, on peut aussi être aidé par du personnel administratif. Et ce personnel administratif, il faut également le budgétiser et le formuler. Est-ce qu'on combien de temps on en a besoin? Vous savez que c'est pas évident non plus. À l'heure actuelle, on ne peut pas engager une secrétaire à moins de 24 heures par mois. Avant, vous pouviez utiliser quelqu'un 5 heures, 10 heures, 15 heures. Aujourd'hui, malheureusement, dans une période de crise, nos gouvernants n'ont rien trouvé de mieux à faire que dire vous ne pouvez pas engager quelqu'un à moins de 24 heures. C'est vrai, quand on démarre une activité, 24 heures, c'est quand même un gros poste budgétaire. Mais on peut le mutualiser avec quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez éventuellement vous arranger avec un autre confrère ou quelqu'un qui fait autre chose pour mutualiser du personnel. Là, c'est possible par la loi. Et puis, une fois que le projet est bien écrit et formalisé, il faut faire un contrat et il faut soumettre ce contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins pour signature. Et parfois, le conseil départemental vous retoque en disant non, votre contrat ne va pas, il faut revoir les choses. Donc ça, c'est la formalisation par écrit du projet d'installation. Il est vrai en cabinet seul ou en clinique privée. Le deuxième sujet dans ces 10 commandements, c'est choisir son secteur d'activité. Alors, je vous rappellerai juste que le remboursement des honoraires des médecins libéraux est fixé par une convention entre l'INCAM et les syndicats médicaux. Et vous avez 4 secteurs d'activité. On parle toujours de secteur 1 et secteur 2, mais il y a 4 secteurs. Il y a un secteur 1, c'est les tarifs qui sont fixes, pris en charge d'une partie des cotisations sociales et de la retraite par la Caisse nationale de l'assurance maladie, mais qui vous fixe de façon arbitraire vos honoraires. Alors, vous pouvez faire des dépassements d'exigences pour exigences personnelles. Enfin, il ne faut quand même pas trop pousser parce que vous êtes contrôlé par les caisses. Vous avez le secteur 2 qui est accessible donc aux anciens chefs, aux anciens assistants des hôpitaux, universitaires ou non universitaires. Et anciens praticiens hospitaliers. Et 5 ans. 5 ans de praticiens hospitaliers où vous avez un tarif que vous pouvez fixer comme vous le voulez, avec encore la notion, elle est un petit peu discutée, tact et mesure aujourd'hui, elle est quand même assez encadrée par les pouvoirs publics. Et normalement, c'est 1,5 fois à 2 fois maximum le tarif prévu par le tarif conventionnel. Si vous dépassez trop, on vous convoque et on vous dit, vous avez déconné, on vous laisse quelques mois pour faire attention, sinon vous serez sanctionné. Pour le moment, il n'y a pas eu de sanction, mais on vous convoque quand même devant la caisse pour pouvoir vous remettre à l'ordre. Et puis vous avez un secteur un peu mixte, qui s'appelle le secteur 2, avec option de coordination médicale, qui prend en charge une partie des cotisations sociales, qui vous limite en nombre d'actes en secteur 2 et qui vous oblige à ne pas dépasser 2 fois la mise de la caisse. Ça, c'est les 3 secteurs dits conventionnés. Et puis un autre secteur qui est très méconnu, c'est le secteur 3, qui est le secteur non conventionné, et qui commence un petit peu dans certaines disciplines à voir le jour, où les gens ne sont pas remboursés, si ce n'est que 0,98 centimes d'euros par consultation, les mutuelles remboursant un petit peu quelque chose dans la mesure où elles veulent bien le faire. Donc ça, c'est les différents secteurs de convention ou non conventionnés dans lesquels vous pouvez entrer. Et c'est important de savoir, en fonction du bassin de population dans lequel vous allez travailler, de vos titres également, ce que vous allez choisir. Mais il faut savoir une chose, si vous choisissez le secteur 1 au départ de votre installation, vous ne pouvez plus en bouger. Et ça, c'est un peu malhonnête. On vous dit souvent au niveau des caisses, faites pas de soucis, vous pouvez changer. Non, vous ne pouvez plus changer. Une fois que vous avez signé le secteur 1, il est bloqué. Et on a beaucoup de confrères qui étaient
un peu crédules. Ils se sont dit, bon, on va s'installer en secteur 1 et puis on va voir comment évolue l'activité du cabinet. Je pourrais toujours changer. Ben non, c'était plus possible. Donc là, les fenêtres sont fermées depuis longtemps. Et je ne pense pas, dans l'esprit actuel de nos gouvernants, quel qu'il soit du point de vue bord politique, que ce genre de choses puisse changer dans l'état actuel des choses. Petite parenthèse peut-être, ce qu'il faut savoir pour vous, c'est que le secteur 2 vous apportera beaucoup plus de liberté, vous permettra d'avoir de meilleurs revenus, mais surtout vous permettra d'avoir des retraites un peu plus conséquentes qu'avec le secteur 1. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les cotisations que vous payez chaque mois ou chaque trimestre à la caisse autonome de retraite sera plus importante, étant donné que vous êtes en secteur 2, étant donné que votre volume de recettes sera un peu plus important, puisque vous avez des honoraires dits libres qui sont supérieurs aux tarifs de la sécurité sociale. Je crois qu'il y a une petite inexactitude. On paye plus en tant que secteur 2, Oui. on n'a pas plus après. Un Pourquoi? tout petit Parce peu que plus. le secteur 1, lui, la différence au niveau du paiement, c'est qu'il y a 2/3 des cotisations pour les SV qui sont prises en charge par les caisses. Donc la différence, elle est là. Mais au final, le remboursement par la CARF est le même. On ne gagne pas plus après. Ça, Mais vous avez parfois aussi plus la possibilité de mettre dans les caisses complémentaires de retraite avec vos ça, c'est autre chose. honoraires. Ça veut dire que le secteur 2 n'apporte pas par la SV quelque chose de plus. On est obligé de payer plus, mais c'est différent. Donc c'est pas tout à fait... Oui, allez-y. Donc le secteur 2 avec option de coordination, c'est un espèce d'entre-deux. Ouais, de tout à fait. mixte. On fait du secteur 1 le matin et du secteur 2 l'après-midi. C'est par possible exemple. avec un volume bloqué quand même par la caisse. Hein. On peut pas Ouais. faire n'importe quoi. Ça, c'est Quel tout contrat? récent. Hein. Ça fait un an. C'est un an. Un an. Ça existe. Mais vous pouvez plus après passer de secteur conventionnel, enfin coordination médicale, en secteur 2 définitif. Là aussi. Hein. Si. Ah non, les gens ont du mal. Hein. Si, Ah, si, ça si. dépend des régions, mais chez nous, ils ont beaucoup de mal. Hein, dans Alsace. Alors en tout cas, chez nous, ça pose pas de problème. C'est un contrat. S'il n'est pas signé, soit la caisse ne le Oui. renouvelle pas, il retombe en secteur 2, soit lui ne veut pas, il retombe en secteur 2 de toute façon. Mais là, de toute façon, Ça, c'est ce qui est, pour l'instant, c'est ce qui est dit, hein, mais on verra. c'est comme tout, hein, on verra. Mais en tout Mm. cas, le retour est prévu dans le texte. Ils ont fermé les fenêtres de passage entre le secteur 1 et le secteur 2. Soyez prudents. Hein. Donc, un jour ou l'autre, ils fermeront les possibilités de passer du secteur de contrat d'accès aux soins au secteur 2. Ça, c'est Mais sûr. ça n'est pas un conventionnement. Oui. C'est pas un nouveau conventionnement. C'est pas un troisième acte de conventionnement. Par contre, dans l'autre sens, c'est possible. Dans l'autre sens, c'est Oui, possible. dans l'autre sens, Dans c'est du possible. 2, vous pouvez toujours venir au 2, Oh. 2,5, enfin 2 moins 1 et 1. Mais Ouais. l'inverse, soyez prudents. Hein. Soyez très Alors, très par prudents. contre, ce qui est intéressant dans le CAS, le contrat d'accès aux soins, à mon avis, ça devrait être le plus logique par la suite. C'est-à-dire que si on fait des dépassements, on n'a pas de prise en charge de nos charges par les caisses, les 2/3 en question. Si on fait pas de dépassement, par contre, c'est pris en charge. Ce qui veut dire que c'est pas comme le secteur 2, parce que les secteurs 2, j'allais dire, ne font pas des dépassements sur tous les actes. Vous avez des CMU, vous avez Oui. des gens qui n'ont pas les moyens, vous le savez, vous ne le faites Tout à fait. pas, c'est logique. Mais par contre, on vous taxe à fond là-dessus. Le CAS, c'est quand même le plus logique. Alors, je ne discute pas hein, pour l'avenir, après c'est de la politique, on verra. Sur le texte, il n'y a pas de doute, hein, c'est sûr. Maintenant, sur ce que va donner la caisse, les discussions qu'on peut avoir, c'est de la politique, c'est des tas de choses qui vont se faire. Mais en tout cas, quelque part dans l'idée, c'est le plus logique. La seule problématique pour les jeunes, c'est les modalités de calcul des taux de dépassement. Parce qu'en fait, le CAS est basé sur un taux de dépassement de la pratique du médecin en secteur 2, puisqu'il a été conçu au départ pour des médecins anciennement en secteur 2, qui signaient un contrat d'accès aux soins et s'engageaient à plafonner leur dépassement dans la limite du plafond de 150%, mais à leurs anciens dépassements, ils plafonnaient à leur taux de dépassement préexistant. Or, les médecins nouvellement installés signant le CAS n'ont pas de taux de dépassement préexistant. Donc la fixation de ce taux de dépassement maximal que vous pouvez faire est fixée par l'assurance maladie de façon arbitraire sur la base d'une analyse de l'activité de confrères équivalents dans une zone géographique de la zone géographique proche, et c'est à partir de cela que se fixe le taux de dépassement limite.
Et là, il y a une réelle attention à porter. C'est pas, je ne suis pas dans le débat du pour, du contre, c'est simplement une attention. Il faut savoir qu'il faut absolument connaître le taux qui va vous être imposé comme étant le taux maximal de dépassement autorisé dans le cadre du CAS. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec certains, et ça a été le problème de certaines spécialités peu nombreuses, où il n'y a pas de base de référence. Et donc, les taux de dépassement ont été fixés arbitrairement très très bas, ce qui rendait le CAS totalement un secteur 1 finalement. Donc, attention tout de même, puisque ça devient, seuls sont pris en charge les cotisations sociales sur la part d'activité au tarif conventionnel. La part globale de vos cotisations sociales n'est pas prise en charge par l'assurance maladie comme dans le secteur 1. Seule la proportion correspondant à l'activité conventionnelle, si par exemple vous faites 50% de vos actes en activité conventionnelle au tarif secteur 1 et 50% avec des dépassements, seuls 50% de vos cotisations assurance maladie seront prises en compte pour la base des 2 tiers, pour le calcul de cette base des 2 tiers de prise en charge par l'assurance maladie. Voilà, c'est un petit détail technique, mais qui pour vous des jeunes a son importance cruciale dans le choix. Donc à se renseigner. C'est pas, je dis pas oui, non, je suis pas polémique. C'est juste à regarder et à vérifier et à faire vos calculs et à vous faire accompagner pour ces calculs. Et là, les unions sont là pour vous aider dans l'accompagnement et l'évaluation de vos potentialités et de vos coûts et de vos charges. Non, il faut demander à monsieur Rouge de passer. C'est-à-dire que la question, il faut partir en je secteur suis 2. pas à Mulhouse. Voilà, je suis à Strasbourg. ça on est d'accord. Ensuite, se mettre au CAS. Et ensuite, Merci, étudier l'opportunité du CAS. Étudier cette opportunité, on est prêt à vous aider sur ces études Mais partir en d'opportunité. secteur 2 pour avoir la possibilité de Voilà. redescendre et Voilà. pas d'être Et pas en- l'inverse. Voilà. Donc On ça, est bien c'est d'accord, bien la et ça, le finalité. discours sera Installez-vous en unanime. secteur 2 si vous pouvez le faire. Et après, vous pouvez tout redescendre. Et le CAS, c'est intéressant. Pour les anciens secteur 1 comme moi, c'est très intéressant. Ah oui, mais ça, c'est Voilà, alors ça, pour les gens- secteur 1, on est d'accord. Mais Pour des gens qui n'ont pas pu avoir le secteur 2 parce qu'ils n'ont pas voulu au départ, le cas, c'est très intéressant, ça c'est clair. Et ça dépend du pourcentage des radiologues, ça sert à rien. voilà, par exemple. Ensuite, la troisième étape, le troisième de ces 10 commandements, c'est établir un budget prévisionnel. Alors ça, méfiez-vous, c'est très important. D'abord, il faut établir un budget en première année d'installation. Bon, celui-là, il n'est pas souvent énorme. Puis, un budget de fonctionnement en deuxième année. Et puis après, il faut essayer de simuler des scénarios d'activité et d'emprunt. Et ça, vous ne savez pas le faire. Parce qu'on ne sait pas le faire, parce qu'on a appris, on est des soignants. Il faut vous laisser conseiller par des gens qui savent le faire, à savoir des banquiers ou des fiscalistes. Ce que je voudrais vous dire, et je le dirai à plusieurs reprises, ne confondez pas recettes et bénéfices. Vous aurez beaucoup d'argent les premières années. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près entre 55 et 60% de frais dans un cabinet de spécialiste. Donc, soyez très prudents. Ayez 2 comptes bancaires, un ou plusieurs comptes professionnels. Je vous en conseille 2 parce que vous pouvez aussi essayer de faire, de voir entre 2 banques quels sont les emprunts les plus intéressants. Et vous pouvez faire marcher un peu les banquiers parce que ce sont des commerçants, les banquiers. C'est un peu des commerçants comme sur les marchés, dans les souks, dans les pays chauds. Vous pouvez les faire marcher et il faut les faire marcher parce qu'ils ne gênent pas avec vous. Et puis bien sûr, avoir un compte privé. Et je vous conseille, ce compte privé, de vous verser l'équivalent d'un salaire pour couvrir vos dépenses privées. Donc vous versez un salaire décent où vous pouvez vivre correctement avec votre conjoint ou vos enfants. Mais ne mettez pas tout l'argent sur un même compte et ne mélangez pas les choses. N'oubliez pas qu'il y a 60% de frais, peut-être 55, peut-être 50, mais fixez-vous de la règle des 40-60, 40 pour vous avant impôt et 60 pour vos frais professionnels. Avant impôt. Hein. 40 avant impôt. Comptez attention. plutôt 25-30 pour vous. Hein. Pour 25 maximum. Il vaut mieux avoir une bonne surprise fin d'année, avoir un peu d'argent et le mettre sur différentes choses pour payer votre retraite, on en parle dans quelques instants, que se trouver complètement coincé à la fin de l'année au mois de décembre, comme ça arrive souvent, non pas la première année, non pas la deuxième année, mais la troisième année quand vous payez plein pot, toutes les charges qu'on verra dans quelques instants. Donc n'oubliez pas cette règle des 40-60 avant impôt. Alors quels sont les frais? Parce qu'un médecin libéral, c'est vrai qu'il rentre pas mal d'argent, mais quels sont ses frais? D'abord, il a un local. Il faut louer son local ou l'acheter. Je vous conseillerais quand même assez rapidement d'acheter votre local professionnel en montant une SCI. On verra comment c'est possible. Mais d'avoir un achat, peut-être pas les premières 2-3 années, mais assez rapidement d'investir dans un placement parce que vous pouvez le déduire de vos frais professionnels. Vous pouvez faire par exemple une SCI dans laquelle qui paiera un loyer
à monsieur ou madame Tartampion qui est médecin. Donc ça vous permettra de vous faire un bien professionnel par la suite. Ensuite, il faut penser à l'aménagement de votre cabinet. Alors c'est bien sûr, c'est pas la peine de mettre des meubles de très haut prix, très cher, mais c'est quand même sympa d'avoir un cabinet sympa où vous trouvez bien. Il faut penser quand même que vous allez y passer 8 à 10 heures par jour. Il faut que vous soyez bien chez vous. C'est pas la peine d'avoir un coin de table avec 2 tréteaux qui se cassent la figure. Il faut un bureau agréable, une bibliothèque agréable. Puissiez vous sentir bien, vous allez y passer beaucoup de temps. Il faut du mobilier, il faut de l'informatique. Il faut de l'informatique performante qui permet de faire gagner du temps. N'oubliez pas cet adage américain, time is money. S'il y a une informatique qui marche bien, ça vous rendra bien service. Il faut bien sûr des téléphones portables, des téléphones, une voiture. Donc vous pouvez déduire une grande partie également sur le plan professionnel. Là aussi, c'est plafonné. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi comme voiture, mais une voiture décente. Et puis bien sûr, votre matériel médical, vos échographes, etc. Différents appareils dont vous avez besoin sur le plan technique. Ensuite, faites attention aux assurances. Il faut des assurances, il faut une RCP, une responsabilité civile professionnelle. Et suivant les professions, suivant les disciplines médicales, elles vont jusqu'à 20 à 25 000 euros. Dans ma discipline, la gynéco-obstétrique, c'est entre 20 et 25 000 euros par an. Donc c'est quand même des sommes conséquentes. RCP, c'est la responsabilité civile professionnelle. C'est ce qui va dédommager vos patients. Il faut également penser à avoir une assurance perte d'activité. Vous avez un pépin, vous faites du sport, vous êtes coincé quelque temps, vous ne pouvez pas travailler, eh bien il faut également penser à couvrir ce risque. Bien sûr, un risque d'invalidité. Vous pouvez faire un sport de combat ou un sport de haute voltige ou du ski et vous trouvez paralysé. Il faut penser à une invalidité. Bien sûr, un décès parce qu'il faut aussi couvrir vos enfants et vos conjoints. Il faut assurer les locaux, il faut assurer le matériel. Donc là aussi, soyez prudents. Ça se négocie, tout se négocie avec les assurances, mais il faut le faire de façon bien ficelée. Et il faut souscrire à des retraites complémentaires. Alors, ça, on y arrive. Ouais, pardon. Il faut également savoir combien vont vous coûter les frais de gestion comptable. Vous ne pouvez pas gérer un cabinet médical tout seul, parce que vous ferez avoir, vous ne saurez pas remplir correctement les bonnes lignes et vous serez redressé par le fisc. Donc il faut avoir des professionnels, des comptables qui savent gérer correctement, faire des déclarations correctes sur le plan comptabilité pour que vous soyez correct avec l'administration fiscale. Et puis, vous aurez également des honoraires parfois pour des contrats juridiques. On viendra, si vous installez en clinique privée, vous aurez des contrats avec l'établissement de santé ou avec vos collègues si vous êtes en association. Il faut faire des contrats juridiques. Là aussi, ça se paye. Hein. Et l'heure d'avocat, elle est beaucoup plus chère que l'heure du médecin. Parce que l'avocat est un vrai libéral. Et puis, il y a des cotisations obligatoires. Il y a la CARMF, il y a le Conseil de l'Ordre. Ça, c'est incompressible. Et puis, vous avez des cotisations facultatives aussi. Donc, c'est les syndicats, l'AGA, les unions professionnelles. Ça, c'est pas du obligatoire, c'est facultatif. Autre chose importante, dans les frais, vous avez les taxes, notamment les taxes sur les salaires. Sachez que vous embauchez une secrétaire qui va vous coûter, mettons, 1 500 €. Vous avez 1 000 €, grosso modo, en plus, par mois, de taxes sur les salaires. Vous avez la CSG, la taxe professionnelle, j'en passe, c'est les meilleurs. Ensuite, si vous travaillez dans un établissement de santé, vous avez des redevances souvent à payer aux établissements de santé. Alors, dans l'établissement où nous sommes, je vous ai donné le chiffre que nous avons nous, mais ça aussi, ça se négocie en fonction des prestations qu'on vous donne. Nous avons 15%. Pour le moment, nous avons 15% sur le secteur 1 et nous sommes la plupart en secteur 2. Mais aussi, il faut savoir qu'est-ce qu'on vous donne pour ce pourcentage. Avez-vous une aide opératoire? Avez-vous du personnel? Avez-vous du secrétariat? Avez-vous des blouses? Avez-vous à manger? Avez-vous une chambre de garde? Tout ça, ça se négocie et on regarde bien ce qui est marqué dans le contrat. Et ça se négocie avec les cliniques. Alors, quand vous rentrez en clinique, il y a aussi parfois les droits d'entrée. Ça dépend des cliniques, droits d'entrée ou des parts à acheter. Ça aussi, il faut voir. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut pas le coup? Est-ce que le marché est correct? Pas correct? Tout dépend des régions où vous installez. Dans les cliniques en Alsace, où les cliniques sont des cliniques quasiment toutes, à part 2 ou 1,5, parce qu'une est moribonde, mais au moins quasiment toutes les cliniques sont des cliniques confessionnelles. Ces cliniques ne sont pas des cliniques privées, c'est des cliniques à but non lucratif. Donc là, vous n'avez pas de part à acheter, parce qu'il n'y a pas de bénéfice fin d'année, vous n'êtes pas actionnaire des cliniques, vous avez un pourcentage de reversement sur le fonctionnement de votre activité. Là aussi, regardez bien, c'est marqué sur le secteur 1 ou sur le secteur 2, ça change tout. Les directeurs des cliniques sont assez friands de pousser vers le secteur 2, et nous bloquons ces reversements tous sur le secteur 1, parce que sinon, les sommes deviennent très très importantes. Si vous rachetez un cabinet d'un collègue, d'un confrère qui part à la retraite, ou si vous associez avec ce confrère, vous avez parfois un droit de présentation de la clientèle, qui est un pourcentage du chiffre d'affaires sur une année.
Alors là aussi, ça se négocie, c'est l'offre et la demande. Ça peut aller de 100% à 15%, à 10%, tout se négocie. Si vous associez, grosso modo, normalement, c'est un quart d'annuité, 25%. Si vous reprenez, c'est une demi-annuité. Ça, c'est la base de départ des négociations. Mais tout se négocie en fonction du nombre d'offres, enfin du nombre de personnes qui sont intéressées par le cabinet, de la structure de la ville, du nombre de confrères installés. Et c'est tout à fait à sentir, à négocier, à comprendre comment fonctionne le territoire dans lequel vous allez vous installer. Il y a parfois aussi du rachat de matériel du confrère remplacé. Alors c'est sûr, si c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 50 ans et qui a des instruments complètement fichus, ça ne sert à rien du tout de les racheter. Il vaut mieux faire un bon don et dans un camion et envoyer en Afrique, vous ferez une bonne action. Et les gens seront très contents et vous remercieront. Si c'est du matériel intéressant, ben, il faut le reprendre, mais également avec une décote en fonction du matériel racheté. Ensuite, vous avez le montage des sociétés dans lesquelles vous allez travailler. Alors, ça a été abordé assez succinctement tout à l'heure dans le topo en séance plénière. Vous avez une possibilité de rachat de parts de SCM, Société Civile de Moyens, de SCP, Société Civile Professionnelle, de SEL, Société d'Économie Libérale, ou de SCI, Société Civile Immobilière. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? La SCM, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. La SCM, vous mettez... Chacun travaille pour soi dans une activité professionnelle dans le cabinet en question, et vous payez des frais au pourcentage ou des frais prévus dans un contrat interne en fonction du nombre de praticiens qui travaillent dans la structure. Mais chacun garde ses honoraires. Vous n'avez que des moyens que vous mettez en commun dans la société. À l'inverse, la SCP, vous mettez tout en commun, tous les honoraires dans une même corbeille, et vous divisez en nombre de parts par rapport au nombre d'associés. C'est très bien si tout le monde travaille de la même façon. Et si vous avez un associé qui veut rien foutre et un autre qui veut travailler énormément, eh bien, celui qui travaille énormément, il en aura marre à un moment donné de voir l'autre qui part tous les jeudis soirs en week-end et qui revient le lundi après-midi. Donc ça aussi, il faut voir comment vous allez travailler. C'est une confiance que vous pouvez mettre avec vos collègues. C'est une solution qui peut être intéressante, mais encore faut-il être prudent. La SEL, c'est une société d'économie libérale, c'est encore un autre montage fiscal. Et puis les SCI, ça, c'est la société civile immobilière. Ça, c'est pour l'achat de parts immobilières dans un local professionnel. Donc, il est intéressant souvent de faire des SCI immobilières et les SCM peuvent payer des loyers aux SCI, mais les SCI, c'est vous le propriétaire, c'est pas le docteur, c'est monsieur ou madame. Ça vous fait par la suite un capital que vous pouvez avoir, un capital personnel en loyer, que vous pouvez matérialiser en loyer pour votre retraite future. Mais le bien vous appartiendra en nom propre, alors que c'est le docteur qui a payé ou la SCM qui a payé à la SCI. J'étais clair sur ce truc-là, où vous avez compris ou... Alors, si vous voulez des détails, demain, il y a tout un atelier sur les contrats qui sera fait et où ce sera vraiment approfondi ce sujet-là. C'est l'atelier D2, demain après-midi à 14h. Je ne sais pas si vous y êtes inscrit, mais en tout cas, c'est ce thème-là qui sera détaillé. Ensuite, vous avez des frais de personnel. Alors là aussi, attention, des frais de secrétariat, d'opératoire, de sage-femme. Là aussi, faire attention au contrat. Nous sommes dans un système à l'heure actuelle où le patron n'est pas protégé, mais l'employé est protégé à outrance. Donc, attention à ce que vous faites comme contrat avec votre personnel, CDI, CDD. Ne vous pressez pas trop dans les CDI. C'est sûr, c'est bien pour l'employé, mais ça vous lie beaucoup et ça peut vous amener parfois des litiges sérieux. Quand les gens restent très longtemps chez vous, et c'est vrai que souvent les médecins créent un état d'esprit familial avec leur personnel, parce que nous sommes par essence des gens qui travaillons dans le social, et on a de bonnes relations, on n'a pas de relation souvent de subordination avec notre personnel. On peut se faire avoir. Nous avons, en ce moment, après, moi ça fait presque plus de 25 ans que je travaille, j'ai une secrétaire qui a décidé qu'elle était trop fatiguée, que on lui a donné trop de travail, il y avait trop de contrats administratifs, mais c'est pas nous qui les donnons, c'est la structure médicale qui les demande. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus psychologiquement travailler dans le cabinet. Alors on lui a dit, on va vous aménager votre temps de travail. Non, non, elle voulait pas ça du tout. Elle s'est mise en arrêt de travail. Elle a trouvé un médecin qui l'a mis en arrêt de travail pendant 6 mois. Puis après, la caisse n'a plus voulu lui mettre d'arrêt de travail parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu du foutage de gueule. Donc elle est allée voir le médecin du travail et a dit que psychologiquement, elle ne supportait plus de travailler dans un cabinet, il y avait trop de travail. Donc le médecin du travail, se protégeant des intentions, elle peut faire une déprime, elle peut se suicider, je le plein les journaux, a dit ok, inapte une fois, inapte 2 fois, et là maintenant on se trouve avec quelqu'un qui est inapte au poste. Au poste, ça veut dire qu'il va falloir lui payer une indemnité. On s'est dit c'est pas possible.
la personne nous dit, mais je demande une rupture conventionnelle. Alors, on a dit, pourquoi pas, vous avez bossé pendant 20 ans chez nous, c'est pas un souci. Sauf que 20 ans, ça nous fait 15 000 € d'indemnité à donner à cette personne. On a dit, non, ça c'est difficile pour nous, plus 20% de taxes, ça fait donc 18 000 €. C'est un peu beaucoup. Et bien, le médecin du travail en dit, ben, écoutez, vous pouvez plus travailler, inapte au poste, eh ben, on va se taper 15 000 € également d'indemnité de départ. On n'aura pas les 30% en plus parce que ça ne rentre pas dans la même escarcelle juridique, mais ça va nous faire 15 000 € à débourser. Bon, on est plusieurs confrères, mais quand même, c'est fort de bouchon. Les lois sont quand même très, très protectrices pour le personnel. Alors que cette personne a été toujours très bien. On n'avait rien à lui dire. On aurait pu la reprendre chez nous sans aucun problème. On lui aurait aménagé son temps de travail. Certes, cette personne avait fait 20 ans de travail, avait vieilli. Mais nous aussi, on a vieilli. Hein, on est aussi fatigué peut-être au bout de 20 ou 25 ans de travail. Donc, continue à bosser parce que c'est notre entreprise. Mais l'employé, aujourd'hui, a toutes les protections sociales et peut prendre 15 000 € et aller bosser demain matin chez notre confrère. Donc, attention au contrat que vous faites. Malheureusement, on n'est pas toujours maître de tout ce qui peut se passer sur le plan de la protection sociale en France. N'oubliez pas que ça va de plus en plus être ce genre de problème. Alors pour s'installer, ne vous installez pas comme ça sans avoir remplacé. Je vous conseille d'abord de remplacer là où vous avez envie de vous installer. Vous savez que vous pouvez remplacer si vous êtes docteur en médecine ou si vous êtes étudiant dans la spécialité et vous avez fait 2 tiers de la spécialité. Vous ne pouvez pas remplacer si vous êtes PH titulaire, c'est plus possible. Par contre, un interne peut remplacer, un chef de clinique peut remplacer, un assistant peut remplacer et un PH contractuel peut remplacer. PH, c'est fini. Ne vous jouez pas ce genre de jeu parce que ça peut être très très préjudiciable pour votre carrière de PH. Mais les autres peuvent remplacer. Et puis, il faut faire attention aussi au remplacement. C'est bien de remplacer, mais si vous remplacez plus de 3 mois consécutifs ou non consécutifs, normalement, vous ne pouvez plus vous installer pendant les 2 ans qui suivent, sauf un accord avec le praticien remplacé ou alors une autorisation de l'ordre des médecins départementaux. Mais je vous conseille quand même d'aller faire des remplacements là où vous voulez vous installer. Vous sentirez bien comment se passe l'ambiance, vous sentirez si vous êtes bien accepté, vous sentirez si l'endroit vous plaît et si vous pouvez travailler avec vos confrères. Ne vous installez pas comme ça sans avoir bien senti la structure dans laquelle vous allez faire votre vie. Le 5e commandement, c'est quand s'installer. Eh bien, il est souhaitable de s'installer en début d'année civile ou au moins en début de trimestre. Ça, c'est des raisons fiscales. Alors, il y a peut-être demain aussi un topo là-dessus, je ne sais pas, non? Pas sur Non. ça. Sur... Donc, fiscalement, s'il y a création, il y a une exonération de la taxe professionnelle lors de la première année d'installation. Si vous prenez une clientèle, il faut payer au prorata temporis la taxe professionnelle déjà payée par le remplacé. Donc, on dit, d'après les fiscalistes, qu'il faut s'installer en début de trimestre parce que les cotisations sociales sont dues en début de trimestre, même s'il n'y a pas de dollar encaissé avant la fin du trimestre. Et si vous êtes remplaçant, cette règle ne s'applique pas, mais la continuité joue. Alors, Patrick nous parlait de la retraite CARMF. La date d'installation n'a pas d'incidence sur vos cotisations. Ça, c'est intéressant également de le savoir. Le 6e commandement, c'est s'installer à plusieurs. Vous avez tous et toutes été habitués à travailler en équipe. Nous, on s'installait, pour la plupart de nous, tout seul. Moi, dès mon installation, je me suis installé avec quelqu'un d'autre et je ne le regrette pas parce que d'abord, ça mutualise les tâches administratives, donc on peut diminuer des tarifs de personnel, du point de vue matériel également. On peut faire une continuité des soins avec un planning commun, on peut se remplacer parfois entre confrères, encore que vous allez rapidement avoir une activité forte et vous n'aurez plus de temps pour remplacer vos confrères et vous allez chercher au bout de 2-3 ans déjà des jeunes pour vous remplacer pour vos vacances. Néanmoins, c'est agréable d'être à plusieurs parce que la médecine, de plus en plus, demande des prises de décision difficiles et avec toujours l'idée qu'on peut se faire attaquer sur le plan judiciaire. Donc, de prendre une décision parfois difficile à plusieurs est rassurant. Surtout quand on est un jeune praticien, de demander à l'ancien, qu'est-ce que tu penses de ce cas? Est-ce que tu aurais fait comme moi? Est-ce que tu ferais comme moi? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme examen complémentaire en plus? Ou s'il y a une tâche pratique, est-ce que tu pourrais m'aider à la faire parce que je n'ai pas assez d'expérience dans ce domaine-là? Je pense que c'est intéressant. On peut faire également des staffs qu'on peut mettre en place dans un cabinet à 2, à 3, à 4 régulièrement pour pouvoir essayer de débriefer des cas difficiles. Dans les cliniques, nous le faisons régulièrement avec des staffs qui nous permettent aussi, à plusieurs, même après de nombreuses années d'expérience, de partager la décision médicale. Il faut la formaliser et ça vous couvre aussi sur le plan juridique. Ça vous permet de dire, on n'a pas pris la décision seul, on y a réfléchi à plusieurs et on a pris la décision
les uns et les autres. Quoi qu'il en soit, le dernier qui aura pris la décision, c'est-à-dire vous, qui êtes responsable de la patiente, vous aurez la responsabilité juridique. Mais vous pouvez toujours dire après à un magistrat ou un expert, ok, j'ai pris la décision, mais on l'a prise à plusieurs, on y a pensé, on a essayé de réfléchir, on a fait de la biblio là-dessus, ça n'a pas été pris n'importe comment, et l'expert sera sensible à ça. Ce que je vous conseille aussi, si vous installez à plusieurs, c'est fixer des règles de fonctionnement par écrit, faire une charte écrite, un règlement intérieur dans une SCM, fixer les règles de façon quantitative et qualitative et financière. Par exemple, vous pouvez très bien imaginer, et nous l'avons fait, que le dernier entré dans la SCM paye ses charges, notamment pour le personnel, qui est le poste lourd dans une SCM, en pourcentage du chiffre d'affaires qu'il réalise. Ça permet que les premières années, eh bien, les frais ne sont pas aussi importants pour le jeune installé. C'est vrai qu'en règle des choses, en général, au bout de 2-3 ans, eh bien, les uns et les autres font le même chiffre d'affaires. Au moins que vous ne voulez pas travailler, ce qui est votre choix. Là aussi, ça permet dans une SCM d'avoir parfois moins de frais à payer quand on veut moins travailler. Et je pense notamment aux femmes qui, parfois, dans une période de leur existence, vont élever les enfants pendant quelques années, puis après, une fois que les enfants sont grands, veulent de nouveau travailler plus. Donc ça permet de moduler et d'avoir moins de charges à payer durant certaines périodes de la vie où on ne peut pas, où on ne veut pas travailler plus. Et puis, les règles de fonctionnement, là aussi, il faut fixer les règles de fonctionnement concernant les appareils que vous allez acheter. Pour la petite histoire, un appareil d'échographie digne de ce nom coûte, pour un obstétricien, 80 000 à 100 000 euros quand on prend un gros appareil. Eh bien, c'est vrai qu'on peut fixer des règles de fonctionnement. Et on n'est peut-être pas tous obligés de payer les mêmes parts en fonction de l'activité dans laquelle on utilise l'appareil d'échographie. Pour le matériel chirurgical, c'est pareil. On peut faire plusieurs SCM dans des cabinets différents. On peut encore mutualiser du matériel dans un établissement de santé parce que vous n'avez pas utilisé les mêmes boîtes chirurgicales tous les jours. Alors c'est vrai, ça pose parfois des problèmes parce que vous voulez, admettons, vous voulez faire la même intervention que le collègue le même jour, ça peut poser problème. Là aussi, il y a des règles de fonctionnement intérieur que vous pouvez fixer en disant, bon, moi, je prends le matériel lundi, tu prends le mardi, toi le mercredi, toi le jeudi. Donc ça vous permet d'avoir tous les jours votre matériel, mais de ne pas le payer plein pot. Vous le payez à diviser par 3 ou par 4. Donc ça, des choses que vous pouvez éventuellement imaginer dans des contrats d'installation avec des règles de fonctionnement, des règlements intérieurs. Le 7e point, c'est l'assurance. Alors ça, c'est quelque chose de capital. Et vous voyez qu'il y a pas mal d'assurances qu'il faut souscrire. Il faut d'abord, et on l'a dit avec Patrick avant, avoir une bonne RCP, une responsabilité civile professionnelle. Générale d'abord. Générale d'abord. Ensuite, ça, c'est pour les réparations, comme pour les dommages à un tiers par les personnes ou les biens. Mais surtout, une bonne RCP. Ça vous couvre les dommages professionnels subis au détriment d'une victime ou de l'intérêt social. Et il y a des professions très à risque. Les anesthésistes sont très à risque, les chirurgiens sont très à risque, les obstétriciens sont très à risque. Et les primes sont chères. Alors, je ne sais pas combien vous payez. Nous, on paye entre 20 et 25 000 euros. Et vous payez? Nous, on a bien négocié. On a fait un tarif de groupe avec une assurance qui assure beaucoup d'anesthésistes. Et on est à 7 000 euros. Alors, nous, on a négocié aussi avec mais la CHAM. le tarif à la MACSF, par exemple, c'est 9 500 euros. Nous, on a négocié avec la CHAM. Et là aussi, on a négocié en fonction de plusieurs personnes. Et ils nous demandent également des critères de qualité. Quels sont nos critères de qualité? Quelle est notre charte qualité? Quels sont nos protocoles? C'est gagnant. Si vous avez des protocoles et que les choses sont bien établies, ben, ils ont moins de risques de payer des dommages forts pour vos patientes et vous allez payer moins de primes d'assurance. Donc, tout se négocie. Hein. Ensuite, il faut une prévoyance pour vous-même. Il faut prévoir l'arrêt de maladie. Il faut savoir que la CARMP ne vous paie rien avant le 91e jour d'arrêt de travail. Donc, il faut souscrire une assurance complémentaire pour les 3 premiers mois d'arrêt de travail. Important. Je vous conseille également de souscrire une assurance perte d'exploitation pour couvrir vos charges fixes, loyer, salaire, et puis il peut y avoir des sinistres, il peut y avoir un incendie, il peut y avoir un dégât des eaux, l'ordinateur peut être complètement cramé, il peut y avoir des fichiers clients qui sont foutus à tout jamais. Donc ça aussi, ça se couvre. Et puis, il faut bien sûr couvrir les biens professionnels, les risques incendie, explosion, catastrophes naturelles, vol, dégâts des eaux. Et puis, un petit conseil de plus, c'est un petit joker, il faut rendre son bien, sa maison, insaisissable. Alors ça existe, et je ne savais pas, et je l'ai fait il y a quelques années. C'est une de mes associées qui m'a dit, fais gaffe, quand on avait à l'époque, vous savez, un trou du point de vue assurantiel avec l'obstétrique au niveau de l'État, eh bien, j'ai mis ma maison en insaisissable par acte notarié. Alors bien sûr, j'ai payé le notaire, plus cher que la consultation du médecin, bien sûr, mais on ne peut pas me piquer ma maison, même si je suis le redevable d'une somme astronomique
à payer pour un problème assurantiel pour un enfant qui a un gros pet. Aujourd'hui, les choses ont été un peu différentes parce qu'en fait, il y a eu des couvertures nationales pour couvrir ces grosses indemnités éventuellement pour un enfant qui prendrait un gros pet à la naissance. Quoi qu'il en soit, je suis content d'avoir mis ma maison insaisissable par rapport à un problème juridique. Alors, le 8e commandement, c'est suivre une mini-formation en gestion d'entreprise. C'est vrai qu'on n'est pas préparé à ça. C'est vrai que moi, la première fois où les experts comptables sont venus me montrer les comptes fin de l'année, j'étais très heureux de voir la dernière ligne, mais je ne comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. Il faut savoir quand même pouvoir lire un livre comptable, un compte d'exploitation, un compte de résultat, une notation aux amortissements. Je crois qu'il y a un topo là-dessus aussi demain. Oui. Donc ça, je peux vous conseiller, allez-y, pour avoir un petit vernis pour savoir de quoi parle l'expert comptable. Vous serez incapable de faire cette différence dans votre déclaration et faire ces grands livres. Mais au moins, sachez de quoi l'expert comptable vous parle, parce que lui, il saura juste vous faire une facture si vous ne comprenez pas. Et puis, vous pouvez parfois dire, mais attendez, là, je ne suis pas tellement d'accord, vous m'avez mis cette ligne-là, il faut la mettre à une autre ligne. Il vous le fera, sachant que parfois, vous prenez des risques vis-à-vis du fisc. Je vous en conseille de prendre le moins de risques possible, parce que le fisc sera vous trouver. Donc, essayez d'être le plus clean possible par rapport au fisc, parce que le fisc sait très bien trouver les médecins. Sachez aussi qu'il ne faut pas oublier cette fameuse règle des 60-40. Je vous le répète, je l'ai dit auparavant, il y a 60% de frais fixes. Alors c'est vrai qu'il y en a un peu moins, entre 50 et 55. Mais prenez plutôt une marge large, 60% de frais fixes. 40% des sommes encaissées sont réellement disponibles, mais comme l'a dit Patrick tout à l'heure, encore avant impôt. Et sachez qu'avec votre tranche d'imposition, vous allez très très vite assez haut. La tranche la plus importante, vous y arrivez avec, je crois, 190 000 euros de bénéfices imposables. Vous n'y êtes pas les 2-3 premières années, mais vous y serez quand même assez rapidement, et donc vous allez taper dans la tranche des 45%. Donc vous ne payez pas 45% sur vos revenus, c'est par palier, mais ça fait quand même beaucoup d'argent. N'oubliez pas de provisionner vos impôts. Alors les 2 premières années, ça vous allez être, c'est génial, vous allez dire, j'ai plein d'argent, c'est fantastique la médecine libérale. Mais quand vous arrivez à la 3e année, si vous n'avez rien provisionné, vous allez déchanter. On vous régularise là. Là, où on vous régularise tout, les différentes, la CARMF, les impôts et tout, et ça va être l'horreur. Donc s'il vous plaît, faites attention, provisionnez ça. Dites-vous qu'il y a des tranches importantes qui peuvent se passer. Il vaut mieux avoir un peu d'argent de côté qu'être complètement le couteau sous la gorge. De toute façon, il faut la règle des 40-60, il y a encore les impôts, donc vous avez pratiquement 80% de votre caisse, de votre chaque soir la caisse, 80% à mettre de côté qui ne sera pas pour vous. Alors pas pour vous. Il vous reste 20%. Alors 20%, oui, mais il peut y avoir des choses, des déductions fiscales, notamment. Ça vous verrez après. La retraite complémentaire, et ça aussi c'est important. Vous avez vu la retraite de la CARMF va être grosso modo pour le moment pour les gens qui sortent à l'heure actuelle, 2 800 € par mois, la retraite CARMF. Essayez de prévoir des retraites complémentaires et doubler votre retraite CARMF avec ce qu'on appelle les lois Madelin. Donc vous pouvez mettre de l'argent de côté qui est déductible de votre BNC annuel. Et ça, c'est quand même important de placer de l'argent. C'est vrai qu'il faut pouvoir le sortir, mais ça vous permet, à la sortie de votre carrière, d'avoir quand même une somme plus importante du point de vue retraite. Et essayez de doubler votre retraite. Et là, vous aurez une vie qui soit quand même agréable. Parce que c'est pas le fait d'acheter des choses à la retraite, mais il faut moins pouvoir entretenir ce que vous avez fait toute votre vie. Votre maison, pouvoir la chauffer, pouvoir rouler avec votre voiture, même si vous changez plus de voiture, il faut l'entretenir, continuer à vivre, et éventuellement aider vos enfants, vos petits-enfants, parce qu'ils font des études et ils ont aussi besoin qu'on puisse les aider. Peut-être que vous avez été aidé par vos parents et vos grands-parents aussi. Alors je répète que la 2e année, première année, c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on monte. 2e année, c'est une année hyper facile. Et là, on se dit, ben, c'est génial, on peut tout acheter. On peut aller tous les samedis dans les magasins s'acheter des fringues. On peut s'acheter une nouvelle bagnole. Attention, la 3e année, c'est le coup de bambou. Vous n'avez pas intérêt à faire ça parce que vous allez vraiment baver et vous serez très très mal financièrement. Je vous conseille également d'aller voir les pouvoirs publics là où vous allez travailler, notamment d'aller voir l'élu municipal délégué à la santé. Je crois que c'est intéressant de savoir quels sont les projets sanitaires de la ville où vous vous installez, voir quels sont les réseaux de soins locaux et régionaux, et puis savoir, parce qu'il y a aussi des exonérations fiscales dans certaines zones. On peut s'installer dans des zones franches où il n'y a pas de taxe professionnelle. Alors, c'est certainement pas les quartiers les plus huppés, mais c'est les quartiers populaires où il y a du boulot. Et ça peut être intéressant aussi. D'abord, c'est une médecine hyper intéressante. Et puis, c'est une médecine aussi où on peut faire des économies de taxes pro.
Il peut y avoir également certains impôts sur le revenu dans certains autres exercices qui peuvent être déductibles. Là encore, c'est pas légion, mais ça peut arriver. Donc renseignez-vous là où vous vous installez s'il n'y a pas d'exonération fiscale possible. Le 10e commandement, et vous voyez, je vais bientôt terminer, c'est faire le choix d'une AGA. Qu'est-ce que c'est qu'une AGA? C'est une association de gestion agréée. Alors qu'est-ce que c'est que cette AGA? D'abord, vous voyez, c'est marqué sur les ordonnances en général, si vous voyez En les tout gens. petit, ordonnance des médecins. C'est des organisations qui sont en général pilotées par d'anciens inspecteurs du fisc, donc qui savent bien ce que c'est que l'administration fiscale, et qui incitent et qui aident des professionnels libéraux à développer l'usage de la comptabilité et leur faciliter l'accomplissement des obligations administratives et fiscales. Alors, quelle est la mission d'une AGA? C'est d'assister les adhérents à déterminer leurs revenus par une tenue de comptable vigilant. Donc, ça permet d'être carré par rapport au fisc. Ça avise également les adhérents de leurs obligations administratives et fiscales et leurs évolutions. Vous savez que chaque année, il y a une loi de finances. Ben, on ne lit pas la loi de finances, à moins que vous ayez le temps de le faire. Moi, je ne lis pas la loi de finances. Mais la GAR me dit, attention, là, pour les médecins, il y a ça à faire, ça a changé. Et puis, vous avez aussi des entretiens et des formations sur le plan de la gestion et de la fiscalité. Il faut y aller, il faut prendre le temps. Mais bon, vous avez des résumés qui vous arrivent régulièrement. Ça vous permet de comprendre un peu ce qui se passe, même si vous n'allez pas aux formations présentielles. Ça permet également, et ça vérifie, la vraisemblance, la cohérence et la concordance de vos déclarations fiscales. Voir si ça a été bien fait. Alors, c'est vrai que vous pouvez quasiment plus le faire tout seul. Vous avez un expert comptable qui vous le fait. Mais si votre expert comptable est véreux et c'est uniquement vous faire des feuilles d'honoraires fin de l'année, mais ne fait pas correctement votre boulot, la GAR vérifie et la GAR rectifie le tir avant que ça parte à l'administration fiscale. Et vous ne serez pas pénalisé. Et puis, ça vous permet aussi souvent de prévoir comment analyser l'information économique, comptable et financière de votre mini-entreprise. Ça vous donne des aides à la gestion de votre entreprise. Donc, la GAR est intéressante. Donc, c'est un abattement fiscal aussi. On y est. Ah oui. On y est. Il y a c'est bien sûr les adhérents à GAR sont imposables sur le bénéfice déterminé par la 2035. Ceux qui ne sont pas adhérents, ils ont une majoration de 25%. Donc vous avez tout intérêt à le faire. Hein. Alors vous avez bien sûr une cotisation, mais elle est minime. Hein. Et si vous êtes adhérent à GAR, donc vous pouvez aussi bénéficier d'une déduction intégrale de la rémunération de votre conjoint salarié, sous réserve que c'est une rémunération normale. Vous n'avez pas à la payer 3 fois votre salaire pour économiser quelque chose. C'est pas permis. Mais vous avez des règles. Vous pouvez aussi déduire la rémunération de votre conjoint salarié. Et puis, ça vous permet également de tenir une comptabilité conforme au plan comptable, avec un livre journal, des registres d'immobilisation, amortissement, livre des recettes. Et puis, ça vous oblige également à pouvoir accepter le règlement des chèques libellés à votre nom. Vous devez informer votre clientèle, on l'a dit, sur l'appartenance à la GAR, dans votre cabinet, et également sur vos ordonnances. Une petite ligne en dessous marquée « membre d'une association agréée ». Vous devez porter le montant, par contre ça vous oblige à porter le montant des honoraires perçus sur les feuilles de soins dans leur totalité, donc pas de black, c'est important. Nos régions, c'est vrai qu'on n'a pas tellement de choses comme ça, mais bon, c'est important. Et puis respectez chaque année, vous avez une date fixée par la GAR pour l'envoi de vos déclarations de vos revenus, accompagné de dossier de gestion. Alors vous voyez, la cotisation, elle est minime, 200-300 euros suivant les AGA, avec la déduction fiscale que vous pouvez avoir, ça vaut vraiment le coup. Je crois qu'on n'a pas le choix, c'est un passage obligé d'être dans une AGA. Voilà ce que je voulais vous dire sur les 10 commandements. Est-ce que vous avez quelques questions à poser ou je termine et on les pose après? Je termine, on les pose après. Hein? Alors je vous ai donné quand même beaucoup de choses. Comme Moïse sur le mont Sinaï, on lui a dit attention, tu as intérêt à respecter les 10 commandements, sinon ça ira mal, le bon Dieu va te punir. Bon, par contre, si tu respectes les 10 commandements, eh ben, tu auras le bonheur après. Alors le bonheur, c'est l'installation en privé. Il y a quand même pas mal d'avantages par rapport à l'hôpital. Tout d'abord, il n'y a pas de patron qui vous commande. On a tous subi ces patrons tyranniques. Vous, moi, je prenais des coups, et des coups réels de mes anciens patrons. Ceci dit, je leur dis merci de m'avoir donné parfois des coups de pied au cul. On avait des vrais coups de pied au cul. Aujourd'hui, un patron vous frapperait, vous foutrait un coup de pied au cul ou une plaque, porterait plainte. Nous pas, on disait merci monsieur. Paix à son âme aujourd'hui, mais ils m'ont quand même, la personne à laquelle je vous parle m'a quand même appris mon métier. Ceci dit, c'était quand même très casse-pied d'avoir tous les jours un patron qui vous disait pourquoi t'opères un tel, pourquoi t'opères un tel, quelle est l'indication, c'est fini ça. Une fois que vous êtes en libéral, certes, vous prenez votre envol, vous décidez, après tout seul, en fonction bien sûr des guides de recommandation de bonne pratique. Mais vous n'avez pas justifié chaque acte que vous allez faire sur le plan technique ou diagnostic.
Et puis, en privé, vous avez quand même une hiérarchie administrative beaucoup moins lourde qu'à l'hôpital. Notamment dans les structures de taille humaine, vous pouvez, et Patrick peut le confirmer, frapper à la porte du directeur quand vous voulez pour demander un conseil, du matériel ou autre. Il ne vous dira pas oui pour tout. Vous ne pouvez pas avoir tous les jours, toutes les semaines, une nouvelle colonne scolioscopique parce que fait de la scolio. Mais c'est vrai que si vous avez des besoins quand même intéressants pour l'équipe, vous pouvez demander à votre direction de budgétiser assez rapidement du achat de matériel. À l'hôpital, ça passe par 50 000 personnes pour changer une ampoule. On en est là réellement. Moi, j'ai connu ça à l'époque. Je pense que ça n'a pas dû beaucoup changer. Vous pouvez également mieux choisir le matériel technique professionnel quand vous êtes en clinique. Vous pouvez dire, bah moi, je veux cette colonne Storz parce que c'est cette colonne Storz qui me plaît et pas la colonne Wims. Alors qu'à l'hôpital public, il y a des contrats de marché public. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Dans les établissements privés, certes, il y a des contraintes économiques et budgétaires. Enfin, vous pouvez quand même voir, expliquer, négocier, expliquer que cette colonne-là ou ce matériel-là est plus intéressant pour l'équipe, pas uniquement parce que le docteur Tartampion la veut, mais parce que toute l'équipe a jugé que les essais ont été prouvés que ce matériel convient mieux à l'utilisation de l'équipe. Et le rapport est beaucoup plus direct, c'est-à-dire que vous êtes en face du directeur de l'établissement et éventuellement du responsable financier. Il y a deux personnes avec qui vous discutez. Et le président de la CME, voilà, parce que celui-là est important aussi. Et c'est pas 25 commissions avec quelqu'un qui va décider, vous ne saurez pas lequel va décider du choix du matériel que vous allez vous utiliser tous les matins. Et ça, c'est important vis-à-vis du matériel. Vous pouvez choisir aussi vous associer son personnel. Alors c'est vrai que vous choisissez, c'est comme un mariage hein, au début, et puis ça évolue. Mais normalement, vous choisissez vous associer avec une affinité particulière. Donc vous n'allez pas vous mettre dans des équipes, et c'est pour ça que je vous disais, il faut remplacer avant pour connaître les différentes personnes avec qui vous allez travailler. C'est sûr qu'on a tous nos caractères, et on peut avoir nos états d'humeur journaliers, ça peut arriver aussi. Mais enfin, si on fait la balance des choses, on arrive quand même à pouvoir travailler dans des équipes intéressantes, et on peut choisir les gens avec qui on va travailler, et surtout son personnel. L'avantage aussi de travailler en clinique, c'est de travailler dans des équipes et pas de travailler tout seul. Et ça, vous l'avez vécu déjà dans notre formation hospitalière. Travailler seul, ça devient plus possible aujourd'hui. On travaille tous en équipe. Et c'est vrai, dans les établissements à taille humaine, les équipes sont soudées, on s'entend bien et on arrive à faire progresser un projet qu'on veut monter pour le bien de nos patientes et pour notre bien à nous-mêmes. L'avantage aussi, c'est qu'on peut toujours participer au parcours de soins. Donc le fait de s'installer en privé ne nous coupe pas les parcours de soins. Au contraire, toutes les filières de soins aujourd'hui sont poussées par les ARS pour que le libéral rentre aussi dans les parcours de soins. Et ça, vous continuez à faire partie des parcours de soins. Vous pouvez continuer à publier, à enseigner, à faire de la recherche. Moi, j'ai jamais arrêté, Patrick non plus. On a toujours continué à faire des choses. Vous pouvez ne plus rien faire, c'est votre choix, mais vous choisissez. On vous dit que quand vous rentrez en privé, vous pouvez plus faire d'enseignement, plus publier, plus faire de la recherche. C'est faux. On arrive à faire du travail de recherche, on arrive à publier des cas intéressants, on arrive à enseigner si on veut le faire. Encore faut-il le faire, mais c'est un choix. Et puis, il y a aussi la satisfaction de pouvoir créer sa propre entreprise. Et croyez-moi, c'est intéressant d'avoir sa propre entreprise et d'avoir créé quelque chose. Alors, vous ne le transmettrez peut-être pas à vos enfants s'ils ne font pas les mêmes études que vous, mais vous avez créé quelque chose et vous aurez du plaisir à pouvoir créer quelque chose et à faire vivre cette entreprise. Vous pouvez également façonner votre propre mode d'exercice. Et c'est vrai que vous évoluez au cours de votre carrière. Dans notre domaine, pour parler de la gynécologie obstétrique, vous avez des femmes qui, au départ, veulent faire de l'obstétrique. Puis après, elles se rendent compte que une fois 2-3 enfants, elles n'ont plus le temps nécessaire pour faire de l'obstétrique. Et elles changent leur activité. Donc vous pouvez, au cours de votre vie professionnelle, changer d'activité, moduler votre activité. Ce qui est parfois plus difficile à l'hôpital, où vous avez un poste et vous devez garder votre poste. Et puis, pour le moment, on peut encore gagner sa vie correctement. En vous rappelant toujours la règle des 40-60, il vous reste 40% des sommes encaissées. Après impôt, il vous reste 25%. Mais on gagne encore correctement sa vie en libéral. Et vous avez possibilité aussi de pouvoir mettre certaines choses dans vos frais professionnels, à savoir des revues professionnelles, une voiture, de l'essence, dans la mesure où vous ne dépassez pas non plus des sommes astronomiques et que l'inspection du fisc vous conçoit de passer certains frais professionnels privés en frais professionnels. Alors je voulais vous dire qu'il y avait 10
les 10 commandements, et c'est le dernier slide que je voulais vous faire concernant les messages que je voulais vous rapporter à la maison. Donc, bien respecter ces 10 commandements. Je vous conseille, quand vous vous installez dans un établissement de santé, d'aller rencontrer la direction de la clinique et le conseil d'administration de la clinique pour vous présenter. D'aller se présenter toujours au président de la CME. Je crois qu'il est toujours très content de revoir les jeunes qui vont s'installer. Puis, il leur explique bien le fonctionnement de l'établissement. Hein, je crois que c'est très important, ça. Allez se présenter aux confrères de la même spécialité. N'allez pas avec un confrère qui vous dit « Allez, moi je suis fâché avec tout le monde, tu n'en as rien à foutre, tu vas pas aller voir les autres. » C'est très très mauvais. Je crois que là, si on vous dit ça, barrez-vous. N'allez pas dans cette ambiance-là, ça se passera très mal. Allez voir les confrères, allez vous présenter, allez leur dire que vous n'êtes pas non plus le jeune loup qui va gratter tout par terre et qui va tout bouffer, parce que ça ne plaira pas aux gens. Positionnez-vous sur un créneau complémentaire qui n'est pas fait dans l'activité de l'établissement par vos confrères. Amenez-leur quelque chose. Vous amenez une nouvelle technologie. Vous avez appris une nouvelle chose. Amenez-leur cette activité. Ils seront contents. Ils seront contents et ça permettra de vous valoriser et de valoriser l'équipe. Allez se présenter aussi aux confrères correspondants. Ça, c'est important. S'il y a des confrères de médecine générale dans le coin, allez les voir tous, un après l'autre. Allez voir leur cabinet. Allez les rencontrer. Ils seront très heureux. Alors, souvent d'anciens confrères travaillent seuls. Ils vous retrouveront avec les bras ouverts, en vous offrant un café, en allant discuter avec vous. Et en plus, quand ils vous enverront des cas en tant que praticien dans une clinique, eh bien, vous saurez que c'est un tel qui travaille dans sa maison ou dans son cabinet là. Et vous avez une relation différente avec le confrère. Je pense que c'est très important. N'oubliez pas qu'il faut aussi bien formaliser ses contrats d'exercice avec un juriste. Vous n'êtes pas juriste. Vous ne pouvez pas faire vos contrats. Vous allez vous faire entuber. Les contrats, c'est comme un contrat de mariage. Au début, tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais les années suivantes, il peut se passer des choses. Si tout est écrit, il n'y aura pas de problème. Si tout n'est pas écrit correctement, il peut y avoir des problèmes un jour. Faites attention à vos comptes bancaires. Faites donc un compte ou 2 comptes professionnels. Je vous conseille 2 comptes professionnels, un compte privé. Respectez bien, virez-vous un salaire sur votre compte privé de votre compte professionnel et respectez la règle des 60-40. Et puis, n'oubliez pas que vous avez une vie privée. Ne bossez pas 120 heures par semaine, ça ne servira à rien. Vous allez devenir complètement fou, vous allez être en burn-out quelques années après. Gérez correctement vos vies privées par rapport à la vie professionnelle et trouvez un état d'équilibre. Ça sera la réussite de votre bonheur et je vous souhaite pleine réussite dans votre professionnel en installation en clinique privée. Et nous sommes là, Patrick Balvé et moi, pour répondre avec notre ami Trinizeski, pour vous répondre à vos questions. Est-ce qu'on vous a convaincu d'abord de vous installer en privé? Ils sont tous urgentistes. Ouais, mais alors, c'est vrai, non, on fait une petite parenthèse. Vous avez un profil d'urgentiste, il y a un réanimateur médical, je crois. Il y a des structures, vous le savez, hein, il y a des structures privées. Hein, et c'est important que ces structures puissent vivre. L'ARS compte dessus, en un mot, sur le renouvellement des plus anciens qui exercent actuellement dans ces structures privées, à condition d'être bien organisé et en respectant ce que vous a dit Fabrice. Vous pourrez mener une installation en clinique privée dans des UPATU, dans des services d'urgence et avoir une vie professionnelle et une vie personnelle de qualité. Le garçon, je crois, là, vous êtes réanimateur médical ou futur réanimateur médical. C'est pareil, c'est pas évident de trouver un débouché en libéral en faisant de la réanimation médicale. Alors, soit vous pouvez exercer, par exemple, dans un service d'urgence et consacrer 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine dans un service de réanimation où vous avez acquis, par exemple, l'échographie cardiaque ou de l'échographie Doppler appliquée à la réanimation, comme sont libellés certains DU maintenant, et aller 2 jours par semaine pour faire une tâche très très pointue, très particulière dans un service de réa, faire une garde ou 2 par mois, ou 3 ou 4 par mois, et puis le reste du temps de travailler dans un service d'urgence. Donc, vous pouvez aussi... je sais qu'à Nancy, un des anciens internes avec qui j'ai travaillé, qui est réanimateur médical et cardiologue, il s'est installé dans une équipe d'anesthésistes, dans une cellule d'anesthésistes,
Il apporte son expérience en réanimation et en échographie cardiaque dans une grosse clinique de Nancy où ils ont, je crois, un service de 10 lits de réanimation médicale. Donc, le privé n'est pas impossible quand on est réanimateur médical. C'est un peu plus dur que quand on est anesthésiste réanimateur, mais c'est possible. Il faut bien chercher. Il y a quelques grandes villes en France qui le font. Et c'est pas impossible. Alors, j'avais juste peut-être une remarque complémentaire parce que vous, je l'apprends, hein, j'ai loupé le tout début, donc j'apprends que vous êtes tous urgentistes. Non, il y a quoi d'autre? Une gériatre. Ah, gériatre. Bon, alors ça c'est un peu parti. Ce sera un peu à part, mais Associé installé depuis 20 ans. Donc... Oui, donc là c'est peut-être la seule nuance à apporter par rapport à cette présentation-là, c'est que dans le cadre de services d'urgence, je m'entends bien intra-établissement, donc pour un exercice en établissement privé, vous êtes soumis quand même aux règles du SROS et donc aux règles fixées cette fois-ci d'un point de vue réglementaire par l'Agence régionale de santé d'ouverture de services. Donc votre liberté de choix est beaucoup plus limitée que ce qui vous a été présenté par mes deux confrères qui sont dans des spécialités où effectivement, eux vont choisir l'endroit où ils vont s'implanter, avec quelques limites aussi, mais beaucoup moins que vous, où le service d'urgence doit exister, doit être labellisé et dans lequel il doit être reconnu comme service d'urgence pour pouvoir exercer. Après, il y a d'autres structures qui ne sont pas des structures de service d'urgence d'établissement privé, qui sont des structures d'exercice libéral aussi et d'activité de médecine d'urgence, mais ambulatoires. Je pense en l'occurrence à des structures comme SOS Médecins par exemple, qui vous permettent d'avoir un exercice libéral, cette fois-ci pas en établissement ou pas totalement en établissement, parce que de plus en plus de structures de ce type-là, même en Alsace d'ailleurs, se rapprochent d'établissements de santé et ont des activités parfois mixtes, parfois à temps partiel dans des établissements et hors établissement, et permettent d'avoir un vrai choix et là une vraie liberté de choix d'installation. Voilà, c'était peut-être la petite nuance pour vous qui êtes, pour ceux qui sont urgentistes, parce que c'est une activité particulière pour laquelle vous dites pas je m'installe là, je pose ma plaque et comme le ferait, je ne veux pas dire peut-être un chirurgien parce que tous les chirurgiens ne peuvent pas, mais un gastro-entérologue qui poserait sa plaque et qui s'installerait au coin d'une rue. C'est plus difficile pour vous. Voilà la petite nuance que je vous apporterai. Et sinon, j'avais juste encore une question parce que vous dressez un joli tableau. Dans les établissements, vous en avez très peu parlé. Vous avez dit la place de la direction, la porte est toujours ouverte. Aujourd'hui, les directions d'établissement sont sous la tutelle, je vais appeler ça comme ça, d'une autorité au-dessus, l'Agence régionale de santé, qui leur donne des contrats d'objectifs et de moyens, qui leur donne des réglementations à suivre. Quelle est votre position, vous, de libéral depuis longtemps installé, sur cette position aujourd'hui qu'ont les directions face à vous par rapport à des contraintes qui viennent pour eux d'en haut? C'est quelque chose peut-être un peu de nouveau. Il y avait la RH toujours, mais c'est peut-être un peu nouveau. C'est vrai que personnellement, en tant que responsable d'un pôle, moi je suis au tableau de bord tous les 15 jours chez mon directeur, où il dit voilà, un tel a travaillé comme ça, il faut le faire opérer plus. Alors j'ai aucun moyen de faire opérer plus un collègue ou un autre, c'est pas possible. On constate les chiffres, on essaie d'optimiser, les tableaux opératoires, de faire entrer d'autres confrères éventuellement pour monter le niveau d'activité de l'établissement. Certes, on a des contraintes, mais enfin, elles ne sont pas aussi importantes que dans les CHU. On en parle avec nos copains qui sont les CHU, qui ont une pression permanente. On n'est pas aussi libre qu'il y a 25 ans, évidemment. J'ai connu la médecine, je me suis installé, comme je vous ai dit, en 87, donc ça a quand même beaucoup changé. C'est vrai que les 10 dernières années, les choses sont un petit peu corsées, mais c'est quand même encore différent qu'à l'hôpital public. On a quand même plus de liberté. Et surtout, comme disait Patrick, on a la porte du directeur qui est ouverte en permanence. Et on le voit. Alors, ça dépend bien sûr des directeurs, mais nous avons la chance d'avoir un directeur qui nous aide la porte en permanence, qui est très exigeant aussi, qui nous pose des questions le soir, parfois à 10h du soir ou à 11h du soir sur notre portable. À un moment, on répond plus. Mais il nous ouvre sa porte le matin à 7h30, 8h si on a un problème à régler.
Et c'est quand même intéressant de pouvoir faire un échange avec la direction de cette façon-là, plutôt qu'à d'avoir 5 directeurs adjoints dans un établissement hospitalier, et on ne sait même pas qui prend la décision, comme disait Dr Balvé. En fait, l'avantage, c'est l'interaction directe. Voilà. Ouais, c'est l'interaction directe. Voilà. Mais pour répondre C'est ce que je aussi, voulais. pour apporter mon élément de réponse, de toute façon, dans ce monde, personne n'est réellement libre de faire ce qu'il veut. Hein. On a tous des contraintes. Bon, notre directeur ou les directeurs de clinique ont des contraintes qui viennent directement du ministère par des courriers, des décrets, des directives ministérielles, des directives européennes. Ils ont des directives qui viennent et des règlements et des décrets qui viennent de l'Agence régionale de la santé. Ils ont des inspections, etc. Donc il y a forcément après, à l'échelon du président de CME que je suis et du bureau de la CME que nous constituons, où Georges Fabrice fait partie, on a des conversations tous les 6 semaines environ, où on aborde un certain nombre de trucs qui deviennent des objectifs, qui deviennent des missions qu'on amène dans les services, dans les blocs opératoires, etc. Et ça fait vivre l'établissement. Mais tout ça est fait de façon beaucoup plus directe, beaucoup moins diluée, voilà, et beaucoup plus, parfois, oui, presque on peut dire convivial, quoi. C'est ce que je souhaitais entendre. Hein. Voilà, voilà. Alors, j'ai encore une petite tâche, je ne sais pas si ça a été fait en début d'atelier. On souhaitait avoir pour la restitution finale un volontaire qui puisse exprimer son sentiment. Alors, on ne vous demande pas un résumé de l'atelier du tout, mais on demandera à un volontaire de ceux qui ont assisté à l'atelier de bien vouloir participer lors de la séance la plénière de restitution et exprimer son sentiment. On est réellement dans votre sentiment. Qu'est-ce que ça vous a, comment vous avez vécu cet atelier et comment vous avez, qu'est-ce que ça vous a apporté sur cet exercice en établissement. Et donc, je ne demande pas de restituer ce qui vient d'être dit du tout. On est sur, c'est un peu la question, c'est un peu, on vous a convaincu, on vous a pas convaincu. En gros, c'est ça. Mais c'est surtout quel est votre ressenti à l'issue de cet atelier. Donc, s'il y a un volontaire, ce sera plus sympa qu'il y en ait un plutôt qu'on en tire un au sort sur l'atelier après, au moment de la chose. Voilà. C'était ma mission de co-organisateur de ces assises. À titre personnel, j'aimerais bien savoir, parmi les jeunes, là, quel est votre... spontanément, vous dirigez vers quoi plutôt? Plutôt vers un exercice dans le public ou plutôt votre sentiment, votre cœur irait vers quoi? Vers l'installation en libéral sous une forme ou sous une autre? C'est quoi? Public, d'accord. Public. Hein. On a tous pris des postes en fait en chute. Pour l'instant, on connaît que ça. Oui, c'est ça, vous connaissez que ça. Alors, moi, à titre personnel, je peux vous dire, hein, j'étais praticien hospitalier, j'ai exercé jusqu'à l'âge de 50 ans comme praticien hospitalier en réanimation médicale et en anesthésie-réanimation, puisque j'ai les deux spécialités. Et comme l'a expliqué un peu Fabrice, c'est le ras-le-bol de la vie hospitalière qui, à un moment donné... Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Parce que moi, pour ma part, jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais public. Et Ouais. je vous avoue que je me pose des questions pour aller en privé. Ouais, Pour c'est le bien. moment, là, j'ai un Ils poste. sont très Ah. forts. J'ai un poste d'assistante aux urgences à Mulhouse, donc voilà, Mhm. le temps de faire ma thèse et de Mhm. faire l'expérience, donc faire un assistanat de 2 ans et on se posera la question après. Parce que je pense que venir en privé sans expérience, je pense que c'est un peu... Oui, dans l'hôpital public est bien, fait l'expérience. Mais Oui, après- tout à Et fait. après, il Vous faut apprenez prendre- beaucoup de choses, Ouais. c'est très riche. La vie intellectuelle Venez chez est... nous. Ou chez nous. Oui, enfin chez nous, de toute façon, au départ, on est très Intellectuellement, proches. c'est très riche. Mais je C'est vois sûr. toutes les contraintes de l'hôpital public qui commencent à apparaître. Après, je pense qu'il y en a au privé également. Hein. Oui, Il y en a moins. Mais il y en a moins qui Alors, sont Après, il faut voir... qu'on digère mieux en tous les cas. Non, Non, ça, je pense qu'on est trop l'exercice libéral, même dans votre cas, moi, la seule réserve que j'ai mise, c'est la liberté d'installation, puisque vous, dans le cas d'urgentistes, vous ne l'avez pas en établissement, mais vous l'avez hors établissement. Mais en dehors de ça, l'ensemble de la liberté qui vous a été présentée, elle est tout de même là, et elle est totalement différente, cette liberté. C'est pas pour rien que ça s'appelle libéral, et elle est totalement là, même dans votre spécialité-là d'urgentiste, par rapport à la même activité au sein d'un établissement et d'un service
d'urgence. J'ai vécu 15 ans en service d'urgence hospitalier public. Et donc je parle d'expérience et d'un vrai vécu de cette spécialité-là, qui n'était pas une spécialité à mon époque. Hein. Voilà, donc vous avez la chance en plus d'être devenus des spécialistes, ce qui a changé un peu. Mais on a ça, je ne sais pas si vous avez une particularité, chez nous en Languedoc-Roussillon, les urgentistes, on a la moitié du public et la moitié du libéral. Nous aussi. Oui, voilà, enfin, en nombre, non. Pas en nombre, mais en termes de... 50-50, avec les cliniques, il y en a plus que l'hôpital qui est central. Mais en nombre de praticiens, de loin pas. Hein, mais en termes d'activité, ça commence à augmenter de façon importante dans les établissements privés. On est de pas. La géographie de la région fait aussi. Voilà, ça dépend aussi. C'est pour ça que je dis sous réserve de... C'est pas la même ampleur. Hein. Chez nous, c'est pas pareil, on est d'accord. On est tous concentrés. Nous, c'est la souffrance, donc c'est pas grave. Moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas l'opportunité de pouvoir faire des stages en établissement. Ça, c'est Alors, ça commence à venir. Nous, on a maintenant, on va avoir une interne en médecine générale qui va faire 3 mois de gynéco, 3 mois de pédiatrie. Là, ça démarre le 3 novembre. On a ouvert le stage. Je crois que c'est important, c'est très important. Ça. J'ai fait mon externat à Bordeaux, et à Bordeaux, ils ont l'Institut Bergonier qui est là, qui est en fait privé et qui accueille des internes, qui a un partenariat avec la FAP, le CHU, et qui est privé, et donc ils accueillent des internes qui sont absolument ravis de leur poste, de leur formation, etc. Et c'est vrai que ce serait bien si ça pouvait se... On a fini, hein, syndical, vous dites quand ça faire reprend. venir en médecine générale, vous y allez, mais les autres spécialités aussi. Et ça, on a un gros souci parce que les patrons ne veulent pas vous lâcher. Alors, je ne sais pas si les patrons ne veulent pas vous lâcher, ou je ne sais pas si vous n'avez pas envie d'y aller. C'est une grosse question qu'on se pose, mais nous, on propose surtout des spécialités, je pense que ça serait très intéressant. Désolé pour le timing, mais il va falloir qu'on reprenne. Mais clairement, dans la plupart des spécialités, ils ne veulent pas lâcher. Le... C'est des universitaires qui ne veulent pas. C'est des patrons. En médecine générale, on fait qu'un 6 mois en CHU, donc en gros, ils n'ont rien à faire de nous. Mais vous voulez bien faire passer votre sentiment? Une flaque? Pardon? Non, la jeune fille. Bah, vous êtes bien parti, vous. Qui d'autre? Non, mais il nous faut quelqu'un. Mais si vous étiez ma partie, ce sera une question, c'est 3 secondes. Vous avez 2 minutes de parole, c'est pas grand-chose. Hein. Et vous êtes bien parti pour. En plus, vous êtes dans la phase de réflexion. Donc c'est peut-être bien de le dire. C'est tout ce qu'on vous demandera. Donc là, je vais quitter, je vais M. Balvet. En tout cas, merci de votre écoute. Et comme dit, expérimentez, faites des remplacements en des urgences libérales, faites des remplacements à SOS médecins, faites des remplacements dans des services d'urgence. Vous verrez, ça vous ouvre à un autre monde. Et n'hésitez pas à faire des remplacements dans des structures libérales pour les découvrir. Si vous n'avez pas les terrains de stage, faites-le en remplacement. Il y a des remplacements dans toutes les structures, SOS Strasbourg, SOS Mulhouse. Mais SOS Mulhouse, il y a des internes. Il y a des internes, mais c'est des internes en médecine générale, pas en spécialité. Non, en médecine générale. Eh oui. Ouais, mais la plupart